tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on avance dans les book hauls que j'ai de retard en 2021 et on arrive, comme le titre vous l'indique, dans le book haul d'août 2021. On va pas perdre plus de temps parce que j'ai deux énormes piles que je n'ai même pas pu porter pour la photo, pour la vignette de la vidéo. Donc voilà, on ne perd pas plus de temps et je vous présente tout de suite le premier titre. Au mois d'août, j'ai commencé par des achats que j'ai fait sur Poitiers. D'ailleurs, je vous ai tourné un vlog, je vous le mets juste ici au cas où. Donc je suis rentrée dans plusieurs librairies et du coup j'ai fait des achats un peu partout. Et donc j'ai pris le Rupicor, donc Le Soleil et ses fleurs, qui est un recueil de poésie, donc comme je vous l'ai dit, de Rupicor, sorti chez Pocket. J'aime beaucoup cette couverture très jaune, mais je ne sais pas, je l'aime beaucoup. J'avais feuilleté le premier, je crois que c'est le premier qui est sorti, Lait et miel ou un truc comme ça. Mais les thèmes abordés, je sais pas, m'ont fait bizarrement plus peur que celui-ci. C'est un très joli livre, en plus un petit peu illustré. Il me semble que l'autrice est aussi l'illustratrice, mais alors là je m'avance totalement. Non, illustration et couverture Rupicor. J'ai eu peur. Donc voilà. Du coup, je sais que c'est une poétesse du coup qui aborde des thèmes pas toujours très faciles, mais en tout cas, ça me tentait vraiment de découvrir ce qu'elle écrit et ce qu'elle propose. Et en plus, je trouve qu'avec les illustrations, c'est encore un partage de ses réflexions, de ses émotions, qui est encore plus fort, je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Je sais que je veux découvrir les écrits de Rupicor, mais voilà, à ce moment-là, c'était pour moi le moment de me lancer quand je l'ai vu en librairie. En parlant de sujets pas très faciles, j'ai aussi acheté dans cette librairie, qui je crois s'appelle La Belle Aventure, il me semble, Les Orageuses, de Marcia Burnier aux éditions Cambourakis, qui est un très joli ouvrage, très court parce que il fait 140 et quelques pages, donc c'est un tout petit livre qui je crois est sorti donc en 2020, oui je crois que c'est ça, donc voilà, c'est un très bel ouvrage, je trouve, la couverture est juste magnifique, et Les Orageuses, il me semble que ça parle de viol, de vengeance, il me semble. Je me souviens plus, j'avoue, parce que j'avais lu le résumé en librairie et que après je l'ai un petit peu oublié. Je m'étais tâtée franchement, parce que les sujets un peu lourds comme ça, un peu violents, violent, dans le sens ça touche d'extrêmement près, je trouve, comparé à des thrillers ou je sais pas, où il y a moi perso j'ai une certaine distance par rapport à ça. Autant des sujets très personnels comme ça, c'est un petit peu plus difficile à lire pour moi, mais voilà, ça n'empêche. Depuis qu'elle avait revu Mia, l'histoire de vengeance, non, de rendre justice, lui trottait dans la tête. On ne dit pas vengeance, lui avait dit Mia. C'est pas la même chose, là on se répare, on se rend justice parce que personne d'autre n'est disposé à le faire. Lucie n'avait pas été très convaincue par le choix de mots, mais ça ne changeait pas grand-chose. En écoutant ces récits dans son bureau, son cœur s'emballe. Elle aurait envie de crier, de diffuser à toute heure dans le pays un message qui dirait « On vous retrouvera. Chacun d'entre vous, on sonnera à vos portes, on viendra à votre travail, chez vos parents, même des années après. Même lorsque vous nous aurez oubliés, on sera là, et on vous détruira. » Un premier roman qui dépeint un gang de filles décidant un jour de reprendre comme elles peuvent le contrôle de leur vie. Waouh! Voilà. Moi je sais pas vous, mais en 15 lignes, j'ai déjà les frissons, j'ai déjà les poils qui se hérissent comme ça. Donc voilà, je sais pas d'où je tiens cette histoire de viol etc. mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est un titre qui m'a appelée et par son titre et par sa couverture. Et j'ai vraiment très envie de le découvrir. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment 140 pages. Je pense que ça va être 140 pages assez fortes, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Et en plus c'est un très beau livre, donc voilà. J'ai acheté des livres dans cette librairie où je sens que ça va me remuer, mais d'une force, puisque... Et là c'est de la faute de Quentin du compte Cornelius, puisque je l'avais vu en parler très peu de temps auparavant et que voilà, moi qui étais déjà pas mal attirée par ce titre, je vous avoue qu'il a fini de me convaincre. Donc je me suis pris Ressac de Digli
donc sorti aux éditions La Ville Brûle. Excusez-moi, j'ai regardé, mais c'est parce que je ne connais pas. Donc Maureen Wingrove, alias Digley, c'est une autrice, une illustratrice, une poétesse. Voilà, autrice de bande dessinée aussi, féministe, enfin bref, quelqu'un que je suis depuis un petit moment. D'ailleurs, j'avais commencé à découvrir l'un de ses écrits, c'est le journal de Cléopâtre Wellington. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le même registre, puisque Ressac c'est une ode à la solitude et à la lenteur. Ressac est le récit d'une fuite. Une fuite géographique d'abord, depuis mon petit appartement lyonnais vers les murs centenaires d'une abbaye bretonne, pour une retraite de 5 jours, seule face à la mer. Un départ vers le minéral, les embruns, les nuées d'or et de rose. Une fuite affective ensuite, puisque ce texte a été écrit après l'accident de voiture qui brisa le corps d'un être cher, clôturant dans le sang 2 années d'angoisse, passées à le voir progressivement défiguré par sa bipolarité. 5 jours d'errance iodée, de contemplation béate et de rencontres féminines magiques qui m'ont raccroché au réel, au silence et à la beauté, me rappelant leur importance fondamentale. Voilà. Je sens que celui-ci va aussi me remuer les entrailles, me bouleverser. Voilà. Ça a l'air d'être très très personnel, très profond aussi, très intéressant. Je crois que la personne dont elle parle, c'est son beau-père, il me semble. C'est un livre qui semble en tout cas très intime et je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Ensuite, alors c'est pas vraiment un livre dont je vais vous parler, enfin si c'est un livre à la base, mais là pour le coup je ne l'ai pas en livre, j'ai simplement eu envie de vous parler de ça. Donc c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, donc aux éditions Brajlon, dont là en fait j'ai juste un extrait, puisque Brajlon a proposé en fait un petit extrait de ce livre en version gratuite, du coup libre d'accès. Donc j'ai trouvé ça en fait assez intéressant comme proposition, parce que bon, ça fait une 50aine de pages, mais je trouve que c'est quand même hyper chouette pour découvrir un livre, savoir s'il va vraiment nous intéresser. On est un petit peu à la frontière, semble-t-il, des romans gothiques à la mode un peu Brontë, enfin des sœurs Brontë, et des romans de Lovecraft, H.P. Lovecraft. Donc voilà, on est à la frontière a priori entre ces univers-là, et du coup quand il est sorti, franchement j'étais hyper attirée. On va suivre une jeune fille, je crois Noémie, au Mexique, dont la cousine s'est mariée, vit dans un manoir et tout, et un jour Noémie reçoit une lettre de sa cousine qui lui dit qu'il se passe des choses hyper bizarres, très étranges et tout dans le manoir, enfin bref. Et donc Noémie va rejoindre sa cousine pour essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, savoir si elle est véritablement en danger. Bref, voilà, une ambiance a priori. Je crois d'ailleurs qu'Aurélia de la chaîne Amita Books l'a lu et l'a beaucoup aimé. Donc voilà, j'étais très tentée, je suis toujours très tentée, et je me suis dit que juste voilà, vous dire que j'avais pris ce petit extrait, savoir si vous aussi vous l'avez découvert comme ça. Bref, on change totalement de registre, mais toujours cette même journée. Oui, j'ai un petit peu craqué à Poitiers, mais bon, voilà. J'ai que 3 livres plus un gratuit parce que c'est un extrait. Et là, je vous avoue que je suis tombée sur une occasion que je ne pouvais pas louper. J'ai pris la saga entière, les 4 tomes, les 4 volumes de la série, en fait, Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Ou Gengoro Tagame, pardon si j'écorche le nom, j'en suis désolée, aux éditions Akata, qui est un manga, une série manga. Alors c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, ouais il me semble, qui a l'air d'être une série, en tout cas c'est une série manga dont j'ai entendu parler depuis je dirais 2 ans. Je crois que c'est Alex Bookin en Prada qui en avait parlé la première, enfin en tout cas que moi j'en avais entendu parler, donc la première. Et c'est du coup l'histoire d'un homme et de sa petite fille. Cet homme avait un frère jumeau, il me semble, qui était homosexuel, donc qui était marié avec un autre homme. Donc je crois que c'est lui. À la mort du frère jumeau, donc du personnage principal, le mari de celui-ci va débarquer donc chez le frère et sa petite fille pour voilà les rencontrer. Enfin,
je sais pas, j'ai vraiment pas voulu en savoir beaucoup sur cette série. Je sais juste qu'elle est hyper touchante, que ça parle, donc vous savez, Akata met toujours les trois mots pour dire, voilà, quotidien, société, famille. Et ça a l'air d'être trop mignon. D'être une super histoire. Je sens que je vais l'adorer, hein. Même avant d'avoir commencé à lire, je sais que ça va me toucher, je vais adorer. Je sens que je vais adorer, ça va devenir une de mes sagas chouchou. Je le sais même avant d'avoir lu le premier tome, puisque depuis août, je n'ai toujours pas lu cette série, alors que elle est dans ma wishlist depuis 2 ans. Je sais pas comment vous dire, mais bon, bref. Ensuite, j'ai également acheté donc le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie, donc un monde après l'autre de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin, qui est le premier tome d'une saga qui est assez longue, hein, parce que est-ce qu'on en a 7-8 tomes? Est-ce que c'est fini? Je sais pas, mais c'est très long. Je sais que ça parle histoire, je sais que ça parle voyage dans le temps, donc il fallait pas beaucoup plus pour m'en convaincre. Il y a 2 écoles avec cette saga, les uns qui adorent inconditionnellement et les autres qui détestent. Donc je vous avoue que je ne sais pas où mon cœur penchera, mais je suis assez curieuse en tout cas de découvrir cette série. Je vous lis le résumé. La jeune historienne Madeleine Maxwell vient de terminer brillamment ses études et s'apprête à passer un entretien à l'Institut Sainte-Marie. Mais en pénétrant dans l'enceinte de ce centre de recherche historique, Max comprend très vite que celui-ci ne ressemble à aucun autre. Derrière la façade très académique de l'Institut Sainte-Marie, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Ici, les historiens n'étudient pas seulement le passé, ils le visitent. Max découvre alors les possibilités qui s'offrent à elle. De la disparition de Pompéi aux tranchées de la Première Guerre mondiale, du grand incendie de Londres à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, la jeune historienne va revivre d'extraordinaires événements, alors qu'au sein de l'Institut naissent des enjeux de pouvoir. Voilà, ça donne très envie, je sais pas, je ne sais pas, j'ai très envie de le découvrir, mais je ne sais pas quand, parce que voilà, j'ai pas assez de temps pour lire, au secours. Ensuite, on passe sur un graphique que j'avais dans ma wishlist depuis super longtemps. D'ailleurs, je vous l'ai probablement déjà présenté puisqu'il était dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de ce gros bébé, Le Prince et la Couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. Est-ce que c'est Achilleos? Oui, c'est Achilleos. Donc c'est un gros bébé, hein, du coup plus de 280 pages, un truc comme ça. Oui, à peu de choses près, ça doit être ça. Donc on va suivre le prince Sébastien qui cherche sa future femme, ou plutôt ses parents lui cherchent une épouse. De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady Crystalia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale. Sébastien a une arme secrète, sa couturière Frances, une des 2 seules personnes à connaître son secret, et sa meilleure amie. Mais Frances rêve de s'accomplir par elle-même et rester au service du prince lui promet une vie dans l'ombre, pour toujours. Combien de temps Frances supportera-t-elle de vivre dans le boudoir de Sébastien en mettant ses rêves de côté? Jen Wang nous livre ici un conte romantique et exubérant sur l'identité, la découverte de l'amour, la créativité et la famille. Le prince et la couturière est un véritable conte de fées, drôle et moderne qui ne laissera personne insensible. Donc voilà, j'en ai entendu vraiment de très bonnes choses. Donc j'ai vraiment hâte du coup de lire cette petite romance et ce titre aussi qui joue avec les genres, qui joue avec l'identité. Je trouve que c'est hyper important du coup de varier un petit peu les personnages du coup qu'on retrouve dans nos lectures. Donc voilà, le prochain titre est un titre que j'avais mis dans ma wishlist aussi il y a un sacré moment. Je l'ai pas vu beaucoup passer, je vous avoue. C'est un titre qui est sorti aux éditions Sarbacane en 2019 il me semble. Il s'agit de Fraternidad. Donc de Thibaut Vermeaux, ou Vermotte, je ne sais pas, aux éditions donc Sarbacane, je vous le disais, qui est un roman dont je ne sais pratiquement rien, excepté qu'il parle d'un ado, d'un jeune, enfin voilà, bref, oui, parce qu'il doit être au lycée, voilà, qui est plutôt dit un peu raté, un peu tocard et tout par sa famille.
hyper sympa, je trouve que ça commence très très bien. Et ce jeune du coup ado qui s'appelle Ed Perry a un secret, il disparaît tous les vendredis, il loue un cheval je crois, et en gros il va faire des choses, mais le résumé n'en dit rien, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. En gros c'est un roman de cap et d'épée dans notre monde. Donc je ne sais pas si il va dans un autre monde ou si c'est quelque chose vraiment de contemporain. En fait, j'en sais rien du tout et ça me plaît aussi du coup de pas tout à fait savoir où je mets les pieds. Voilà, tous les vendredis, il loue un cheval, galope jusqu'à une planque, déterre son épée, agrafe sa cape et chevauche dans les bruyères, défiant le crépuscule sanglant. Puis il revient à la vraie vie et il attend le prochain vendredi. Sauf que cette fois-ci, les choses ne se passent pas comme prévu. Paf! Voilà, ça en reste là pour le résumé. En tout cas, un roman de cap et d'épée, moi je suis assez fan. Du coup, on en rencontre pas si souvent que ça. Donc voilà, je suis très très curieuse de découvrir ce beau bébé parce que c'est quand même une belle bricasse qui fait... oui, presque 700 pages, 680 et quelques. Donc, pouf. Ensuite, je me suis pris aussi un titre pas tout récent, hein, parce que je crois qu'il date... Attendez, je vais vous dire ça. Oui, il date de 2016, donc c'est pas tout récent. C'est le premier tome d'une série, il me semble, d'une saga. Je sais plus du tout combien il y a de tomes dedans, mais dont j'ai entendu beaucoup parler. Il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, donc aux éditions PKJ. J'étais à fond dans mes fantaisies orientales, donc le destin du désert repose entre ses mains. Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Pof! Donc voilà, vraiment un petit roman hyper sympa dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Donc voilà, qui fait moins de 300 pages, donc je dis banco, banco, banco. On change complètement d'univers et cette fois c'est un livre de poche que j'ai acheté aussi. C'est le premier tome d'une nouvelle saga Cozy Mystery. Oui, bah je sais, j'en ai plein en cours, mais celle-ci... Vous savez, j'ai toujours peur que les premiers tomes de ces sagas disparaissent, enfin tombent en rupture de stock ou... Enfin voilà, ne soient plus édités. C'est vraiment... limite voilà une peur une peur maladive, donc j'ai tendance à acheter les premiers tomes de saga que après je mets 30 ans à lire, mais au moins je sais que j'ai les premiers, mais ça m'énerve. Donc voilà, bon, j'arrête de digresser. Le premier tome de cette saga, il s'agit en fait de L'assassin du train, le premier tome de la saga Les Sœurs Mitford Enquête de Jessica Fellows, enfin ça voilà, au livre de poche, donc qui est un policier. On est en 1919, on va suivre Nancy qui est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans et Louisa Cannon qui est sa domestique et confidente qui est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale Shore à bord de l'express de 15h20. S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, tous deux devenus complices et bien décidés à trouver l'assassin du train. Pareil, j'en ai entendu de très très bons avis de cette saga. En plus, je suis assez intriguée par ce mix avec un fait réel, etc. Puisque Florence Nightingale, c'est quand même, il me semble, une très célèbre infirmière. Je ne sais plus pourquoi elle est célèbre, mais c'est pas du tout la première fois que j'entends ce nom. Donc je suis très intriguée. Derrière on compare ça un peu à une enquête policière à la Agatha Christie, Downton Abbey, enfin voilà, moi je dis oui, sans problème. Et voilà, une petite saga Cozy Crime, Cozy Mystery comme ça, on dit toujours oui. Ensuite, rien à voir, mais j'étais très contente quand même de le trouver enfin, c'est Cujo de Stephen King, donc dans le livre de poche et surtout dans la nouvelle édition, parce que on va pas se le cacher, le Cujo que moi j'avais reçu alors que j'avais commandé celui-ci et que j'avais reçu l'ancienne édition où on voit les dents toutes bref, quelle horreur, c'était pas du tout possible.
Donc du coup j'étais très contente de trouver ce Kujo qui voilà est peut-être tout aussi terrifiant à l'intérieur, mais au moins la couverture est somptueuse. Bah, je vous parle pas du tout du résumé. On est sur une famille, enfin toujours dans le même ville dans le Maine, hein, c'est sur mon... Les romans de Stephen King se basent régulièrement dans le Maine, voire tous. Et en fait, le chien de la famille va se faire mordre par une chauve-souris, je crois. Un typhon d'épouvante, voilà. Si vous n'avez pas vu les images du film, eh bien je vous les conseille, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ensuite, du coup, j'avais aussi acheté le roman En sang de Johanna Marins aux éditions Snag. Donc on est ici sur les traces d'un tueur en série dans la Nouvelle-Orléans début 20e siècle, donc 1919. Je crois qu'on va parler musique, bayou, cartomancie. Et voilà, une enquête musicale aux multiples rouages, donc écouter du jazz pourrait bien vous coûter la vie. J'ai pas du tout envie de me plonger trop dedans. On parle d'un roman steampunk sombre et envoûtant au cœur de la Nouvelle-Orléans, là où le jazz ne dort jamais. Moi perso, il m'en faut pas plus. Ouais, c'est un tueur à la hache. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est les premiers mots du résumé et ça je l'avais assez bien capté. Mais je sais pas pourquoi, je trouve cette couverture magnifique et dans cette ambiance un peu steampunk, Nouvelle-Orléans, début 20e siècle, avec de la musique, cartomancie, un peu, voilà, quoi déjà le truc à la Nouvelle-Orléans, le vaudou. Je sais pas s'il y a du vaudou dedans, mais enfin voilà. Bref, tout ça, moi je dis que ça fait un cocktail d'enfer que j'ai très envie de découvrir. Ensuite, un petit poche, une nouvelle saga. Je sais pas si on peut classer cette saga dans le Cozy Crime, Cozy Mystery, mais en tout cas pareil, c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler. Il s'agit d'un intérêt particulier pour les morts, donc c'est le premier tome de la saga, je crois, Lizzie Martin. Donc d'Anne Granger, ici aux éditions 10-18, qui est très beau. On est dans le Londres du 19e siècle puisqu'on est en 1864. On suit Lizzie Martin qui accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. Pouaf, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, à la mode un peu victorienne et tout. Ça a l'air très chouette. On repart cette fois dans les mangas puisque je ne sais absolument plus pourquoi. Est-ce que c'était une offre? Peut-être acheter un gratuit ou un truc comme ça, ou voilà. Je me suis pris encore un petit shoujo de chez Panini Manga cette fois. Donc il s'agit de Les Foudres de l'amour. Ne vous moquez pas du titre, pitié, de Yu Yoshinaga. J'espère au niveau de la prononciation, voilà. Donc il est encore un petit manga shoujo, donc les romances, voilà, le tome 1 est ici, vous ne le verrez absolument pas, si, un petit peu, voilà, et le tome 2, et on va suivre Nene Koizumi, qui mène une vie de lycéenne ordinaire où chaque jour n'est qu'une répétition lassante de la veille. Sa rencontre avec Hajime Sakuraba va briser cette routine car au premier regard c'est le coup de foudre. Cependant, de 4 ans plus âgé, Hajime est déjà un adulte et il ne semble pas partager les sentiments de Nene. La jeune fille va donc tout faire pour se rapprocher de celui qui a mis des couleurs dans sa vie. N'est-ce pas trop mignon? Je les ai lus, il me semble que je les ai lus et ça commence assez bien. C'est pas une série en 2 tomes, je crois qu'il y en a déjà au moins 3 ou 4, je ne sais plus. Bref, on repart dans les Cozy Mystery parce que pourquoi pas. J'ai commandé le premier tome de la saga Les Mystères de Honeychurch, donc le premier tome qui s'intitule Petit meurtre en héritage d'Anna Denison aux éditions City Poche. C'est un titre que j'avais acheté pour un swap auquel j'avais participé et du coup en l'achetant pour la personne pour qui je crois que c'était Pauline d'ailleurs, pour qui je préparais le colis, et en fait il m'avait bien tenté et je m'étais dit tiens il faudra que je pense à me le prendre pour moi plus tard, et voilà,
On va suivre Kat Stanford qui, ridiculisée par la presse people, abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne anglaise. Sa mère vient d'acheter une vieille bicoque à Honeychurch, un domaine appartenant à une famille d'aristocrates aussi désargentés qu'excentriques. Ah, les joies de la campagne, enfin, les joies, c'est vite dit. La maison de sa mère est une véritable ruine et son voisin est bien décidé à la faire déguerpir. Et puis à peine arrivée, Kat est plongée dans un imbroglio mystérieux, une nurse disparaît et une domestique est retrouvée assassinée. Ah, ça commence bien en effet. Quand elle apprend en plus que sa mère écrit des romans érotiques et que ce n'est pas du tout le hasard qui l'a conduite au domaine, Kat se demande ce qu'elle va encore découvrir en arpentant les sombres couloirs du manoir de Honeychurch. Donc voilà, je trouve que ça a l'air assez cocasse, assez rigolo et voilà, je me dis que c'est peut-être une petite série Cozy Mystery qui sera bien sympathique à suivre. Donc voilà, pourquoi pas. Alors un autre achat, et là je suis trop contente parce qu'il était dans ma wishlist aussi pareil depuis des mois et des mois et des mois. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, donc sorti ici chez Castlemore. Je suis très contente parce que Rainbow Rowell, je crois que ça va être mon premier titre. Et je suis hyper contente de découvrir cette plume parce que j'en entends mais tellement parler, enfin on en entend parler de partout de Rainbow Rowell. Donc là on va suivre Kat, encore une autre, qui ne vit que pour et par l'écriture. Elle est une fan inconditionnelle de la série de romans à succès Simon Snow, au point de rédiger elle-même les aventures de son héros préféré en attendant la parution du dernier tome. Elle vit dans une bulle qu'elle ne partage qu'avec Vren, sa sœur jumelle, loin de toute vie sociale. Pourtant c'est désormais en solo qu'elle devra affronter le monde extérieur. Vren vient de lui annoncer l'impensable. Cette année à la fac, elles feront chambre à part. Kat saura-t-elle s'ouvrir aux autres et profiter de sa vie d'étudiante? Et l'amour dans tout ça, paf, voilà. Et ça me tente trop. Je vous avoue que ça me tente trop. Ça me fait un petit peu penser à... je ne sais plus comment ça s'appelle... Ah, c'est un autre truc que j'ai acheté, enfin bref, un autre livre que j'ai acheté dont je vous parlerai dans un prochain book haul. Donc voilà, mais voilà, c'est les trucs de fanfiction et tout. J'en ai finalement jamais lu, ou très peu. Donc je suis assez impatiente de découvrir ça. Ensuite, les deux prochains titres dont je vais vous parler, c'est des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Donc le premier, il s'agit du Testament des siècles d'Henri Lovenbruck. Ici, je crois que c'est une édition France Loisirs. Je sais pas trop ce que ça raconte. Installé aux États-Unis depuis la mort de sa mère, Damien Louvel doit rentrer en France à la suite du décès tragique de son père. Il découvre que celui-ci menait des recherches autour d'un mystérieux objet, la pierre de Lorden, je sais pas. Aidé de Sophie, une journaliste, Damien se lance dans une course effrénée de bibliothèque en société secrète, de Gordes, petit village du sud de la France, à Londres et à Paris. Traqués, menacés, Sophie et Damien n'auront de cesse de mettre au jour le plus vieux secret de l'humanité. Le dernier message laissé par le Christ, mais à quel prix? Entre réalité et fiction, une énigme qui a traversé l'histoire, une course-poursuite sur fond d'ésotérisme et de manipulation politique qui comblera les fans du Da Vinci Code. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait ça rappelle, le résumé c'est ça, rappelle pas mal, en tout cas l'ambiance et voilà l'histoire un petit peu du Da Vinci Code. On est sur une sorte d'enquête qui prend des proportions un petit peu gigantissimes. Donc voilà, plutôt curieuse de découvrir celui-ci. Et l'autre que j'ai découvert aussi en boîte à livres, que je me suis pris, et là pareil, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais même pas si c'est la suite de quelque chose ou pas, mais je l'ai trouvé super beau et il était en plutôt bon état, donc je me suis dit bon, sait-on jamais. C'est Sépulcre de Kate Moss, donc ici aux éditions JC Lattès, qui est franchement un beau bébé qui brille de mille feux. Et bien en regardant du coup, oui, je vous confirme, donc c'est l'autrice qui a écrit donc La Cité de l'arme, La Cité de feu, enfin etc. etc. Et je confirme bien que Sépulcre est donc le deuxième tome d'une trilogie. C'était évident, la trilogie du Languedoc, j'ai cru comprendre, qui vient juste après Labyrinthe et qui vient juste avant Citadelle, je crois. Enfin bref, Sépulcre, donc octobre 1891, la jeune Léonie Vernier et son frère Anatole quittent Paris pour le domaine de la Cade à quelques kilomètres de Carcassonne. Dans les bois qui entourent la maison isolée, Léonie tombe par hasard sur les vestiges d'un sépulcre wisigoth.
Tandis qu'elle progresse peu à peu dans les strates du passé, elle découvre l'existence d'un jeu de tarot dont on prétend qu'il détient les pouvoirs de vie et de mort. Octobre 2007, donc un roman à double temporalité. Meredith Martin arpente les contreforts pyrénéens dans le but d'écrire une biographie de Claude Debussy, mais elle est aussi à la recherche de la clé susceptible de lui révéler ses propres origines. Armée d'une partition pour piano et d'une vieille photographie, la voilà plongée malgré elle au cœur d'une tragédie remontant à plus d'un siècle, où le destin d'une jeune fille, disparue par une nuit funeste, se mêle inextricablement à une dramatique histoire d'amour. Est-ce qu'on est obligé de tout lire à la suite, où les tomes sont indépendants les uns des autres ? Je ne sais pas, je vous avoue, je ne sais pas. En tout cas, c'est le tome 2 de cette trilogie donc du Languedoc. Je suppose parce qu'il doit y avoir... voilà, Carcassonne, etc. Les sites doivent parler. Enfin bon, bref, je trouve que c'est quand même assez intriguant comme résumé, donc pourquoi pas. Ensuite, le prochain titre, eh bien, c'est un titre du coup que j'avais commandé, puisque j'avais pas du tout suivi les sorties des romans éternels qui sortaient chez les maisons de la presse. Donc j'ai reçu enfin le dernier, Mansfield Park, de Jane Austen, donc aux éditions, dans la collection Cranford, aux éditions donc des romans éternels, RBA Éditions. Je ne sais absolument plus de quoi parle Mansfield Park, mais sachez que c'est un Jane Austen. Voilà. Et que du coup ça fait partie des lectures que j'ai prévues normalement pour ces 8 mois. Vous savez que j'ai lancé le challenge à la rencontre de Jane Austen. On lit un livre de Jane Austen par mois sur 8 mois pour complètement voilà, avoir une vue un petit peu plus d'ensemble de cette autrice et de son œuvre. Il y aura une vidéo collective à la clé, j'espère, donc sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et Mansfield Park, eh bien écoutez, ce sera voilà, à découvrir, je vous en parlerai très bientôt, mais pour l'instant je n'ai pas le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle et je vous avoue que j'ai pas trop envie, je préfère me laisser un petit peu la surprise. Un autre très beau livre en hardback, mais cette maison d'édition nous fait toujours des titres sublimes, donc ça n'est pas une surprise. Je suis très curieuse de découvrir la suite des aventures de cette petite rouquine. Il s'agit de Anne de Redmond, le 3e tome de la saga donc Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, ici proposé aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Enfin voilà, comment dire... Faut-il en rajouter? Vous ferai-je l'affront d'encore une fois vous faire le résumé d'Anne de Green Gables? Je ne suis pas sûre, hein. Une petite rousse orpheline qui se retrouve par erreur dans la ferme, donc la maison des pignons verts, qui appartient à un frère et une sœur, Marilla et Matthew Cuthbert. Ah voilà, et donc bref... C'est l'histoire donc de cette petite fille dans un premier temps, puisque je crois que quand on la rencontre, elle a 11 ans. Et on va la suivre en fait, on va suivre son histoire au fil de ces tomes, je crois qu'il y en a 10 il me semble, c'est pas du tout fini. Et le premier tome raconte vraiment de ses 11 à ses 16-17 ans je crois. Et donc voilà, les tomes suivants ça réduit un peu le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on aimerait en profiter un peu. Donc voilà, mais c'est une histoire magnifique et c'est des éditions... superbes qui mettent totalement en valeur cette superbe saga jeunesse. Donc voilà, j'ai lu le premier tome cette année il me semble, ou fin d'année dernière, je ne sais plus, et j'ai beaucoup aimé. C'était une très jolie histoire. On plonge très facilement avec Anne et avec tous ces personnages auxquels on s'attache énormément, donc voilà, n'hésitez plus si vous n'avez pas découvert. Il y a aussi Anne Wisenry qui est sorti sur Netflix et franchement qui est super chouette. Il y a 3 saisons et c'est très beau à suivre. Ils ont pris le parti de vraiment, comment dire, tirer un peu les fils du premier tome au maximum parce qu'il y a même des choses qui se passent dans la série qui ne sont pas décrites dans le livre, mais c'est super chouette, c'est vraiment une très belle série, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille fortement. Ensuite c'est un poche que j'ai décidé de découvrir, donc avec le premier tome de la saga Poulet grillé.
de Sophie Enaf aux éditions Le Livre de Poche, prix des lecteurs polar du Livre de Poche. On va suivre Anne Capestan qui est une flic en fait qu'on va mettre à la tête d'une équipe. C'est pas tout à fait pour la récompenser, hein. C'est tous ceux qui sont un peu incontrôlables, dont on ne sait pas quoi faire. Eh bien on va tous les mettre dans la même équipe et on va voir ce qu'il en sort en gros. Je vous lis un petit peu le résumé. Le 36 quai des Orfèvres s'offre un nouveau patron. Le but de la manœuvre, faire briller les statistiques en placardisant tous ceux qu'on ne peut pas virer et qui encombrent les services. Nommé à la tête de ce ramassis d'alcoolos, de porte-poisse, d'homos, d'écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la judiciaire, a bien compris que sa mission était de se taire. Mais voilà, elle déteste obéir et puis il ne faut jamais vendre la peau des poulets grillés avant de les avoir plumés. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton un peu noir, un peu mordant, un peu satirique de l'autrice et j'aime beaucoup parce que ça met le doigt sur le résumé, hein, d'ailleurs le dit, hein, c'est politique, enfin le montre totalement, c'est politiquement incorrect du coup, mais je pense que c'est plus pour dénoncer, pour plutôt que, vous voyez, faut pas le prendre au premier degré, hein, enfin à mon avis, donc voilà, mais ça a l'air assez tordant comme ton, donc j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de le découvrir, de voir ce que ça donne de cette équipe un peu de bras cassés. Je suis très très curieuse de voir ce que ça donne, surtout que j'ai un titre de l'autrice Voix d'extinction dans ma pile à lire. Enfin je trouve que les thèmes abordés sont hyper intéressants et peuvent voilà, mener à beaucoup de réflexions. Bref. Et j'ai fini mon mois avec 2 sorties de Saxus. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Myrin. Alors, pardon pour la prononciation, hein. Donc sortie chez De Saxus que j'ai ici en hardback. On parle d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières, je crois, obligés de se marier. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc ça va pas être tout simple, hein. Tout ça dans une ambiance de chasse aux sorcières assez sympathique, voilà, entre l'église et les sorcières, c'est pas top. Voilà, je veux pas trop en savoir plus, j'ai envie de me lancer un petit peu à l'aveugle dans cette histoire. Ça aurait été chouette de le sortir pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais mon avis ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, très curieuse d'avoir des retours sur ce livre pour m'y plonger. Et ensuite on passe un petit peu dans le côté plutôt sirène pirate avec le trône des 7 îles d'Adaline Grace, donc aux éditions de Saxus. Toujours il est un petit peu plus court, donc ça fait plaisir. Et on est ici dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer. Une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. Donc voilà, pirate, sirène, magie, princesse, moi j'y dis oui. J'aime beaucoup les romans avec de la piraterie, avec des voyages sur les mers, alors que j'ai moi-même le mal de mer. Mais, mais ça n'empêche que j'aime énormément ça. D'ailleurs je viens juste de finir à l'heure actuelle le tome 2 de Steam Sellers Daily S. Green aux éditions Gulfstream en lecture commune avec Amita Books et j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup les pirates, donc voilà, je vous en parle très vite, mais rien à voir, mais voilà. C'est le dernier livre qui clôture donc ce book haul d'août 2021. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez vu des titres qui vous donnent envie, ou pas du tout, que vous avez lu, que vous avez adoré, détesté. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, ça me fait toujours extrêmement du bien de vous lire, de partager aussi avec vous, c'est ça l'important, donc surtout n'hésitez pas, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, ce sera avec grand plaisir que je repartagerai. Je vous souhaite en attendant de très belles rencontres livresques, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.